oublié le nom, pardon. Donc, il a été félicité par le ministre du temps, lorsqu'il était en France, par Jack Lang. Il a été nominé au prix Nobel de physique. Donc, il a fait à peu près plus de 400 publications, masha'Allah. Il a obtenu aussi plusieurs prix. Et voilà, il continue toujours dans le domaine de la recherche. Et ce soir, bien sûr, il va nous éclairer sur la mémoire de l'eau et la divine création. Donc, je vous remercie et je donne la parole au professeur Aouarag. Voilà. Merci. يعطيك الصحة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc, je remercie l'ensemble des invités d'avoir répondu à notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui pour cette première, disons, soirée ramadanesque qui tourne autour de la science et de la connaissance. Notre but aujourd'hui, je suis à la retraite et donc mon but c'est de vulgariser la science dans la société et élever le niveau de la connaissance et du savoir de nos citoyens et nos concitoyens. Il est important qu'un pays puisse se développer par le savoir et par la connaissance et aussi élever le degré de la culture scientifique au niveau d'un public général. Et donc aujourd'hui, nous avons changé le concept puisque nous avons décidé que l'Ayali al-Ilmiya Ramadaniya se déroule un peu partout en Algérie. Et donc cette année, nous avons décidé de la faire chaque semaine dans une ville. Et donc on a commencé par la ville d'Oran. Je tiens à remercier le directeur de l'hôtel Plaza pour nous avoir invités à utiliser donc son hôtel pour pouvoir faire cette première soirée. Donc je tiens à le remercier vivement. Alors ce soir, donc nous allons parler donc de la mémoire de l'eau et de l'eau de façon générale. Et donc comme vous le savez, aujourd'hui je vais vous donner des faits, mais je ne vais pas vous essayer de vous changer votre avis sur l'eau. Mais essentiellement, je vais donner des faits scientifiques réellement, donc, et aussi ce que pensent les gens de l'eau. L'eau, c'est un liquide extraordinaire, comme vous savez. C'est la molécule la plus simple qui puisse exister sur Terre, d'accord? C'est la plus simple qui puisse exister sur Terre. C'est 2 hydrogènes et un oxygène. Il n'y a pas plus petit que cela. Il n'y a pas plus simple que cela. Du point de vue molécule, c'est-à-dire que la molécule de l'eau, c'est la molécule la plus simple. Mais l'eau, en réalité, quand il s'agit de faire de l'eau plusieurs moles, ça devient plus compliqué. Mais donc, je vais diviser ma conférence en trois grands thèmes généralement. Je vais parler d'abord de cette particularité de l'eau. L'eau, ce liquide, il a à peu près 70 propriétés qui sont complètement différentes par rapport aux autres liquides. Et ensuite, je vais introduire un peu une notion peut-être assez qui est d'actualité aujourd'hui, qui revient en force, c'est la théorie de l'information. Et puis je terminerai par cette grande énigme par rapport à la mémoire de l'eau. Et donc, nous allons essayer de faire le lien entre les propriétés, la théorie de l'information, et comment on peut relier ça à la mémoire de l'eau. C'est ça ce qui est le plus important pour nous dans ce contexte. Alors donc, je vais commencer par l'eau. Quand vous voyez, regardez, qu'est-ce qui représente l'eau par rapport à toute cette planète, par rapport aux autres planètes. Donc nous, notre planète, c'est la planète bleue, comme vous voyez ici. Donc c'est la planète qui est la plus petite, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Donc,
Alors, pourquoi l'eau est-elle liquide différent, comme j'ai dit? Donc, pourquoi l'eau est-elle liquide différent? Donc, je ne sais pas pourquoi que ça marche pas. Donc, ça on va être un peu, ça va être un peu, voilà, ça va être un peu difficile. Alors, tout d'abord, bon, je vais parler comme ça parce que je crois que j'ai un problème avec l'ordinateur. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que l'eau, en tant que liquide, c'est un liquide qui est complètement différent par rapport aux autres liquides. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'eau, en fait, la problématique qu'il a, c'est-à-dire que si vous prenez l'eau en tant que liquide, c'est un liquide qui est très complexe. Et aujourd'hui, les études ont démontré qu'en fait, l'eau, pourquoi il est aussi complexe que cela? Pourquoi l'eau est aussi complexe que cela? Parce que l'eau, en fait, est faite de deux liquides. Donc, les dernières études qui sont apparues sur Science démontrent que l'eau, ce n'est pas un seul liquide tout seul, mais c'est deux liquides qui sont mixés ensemble. C'est-à-dire deux types de molécules différentes par rapport à la molécule, par rapport au positionnement polaire de ces molécules. Et donc, généralement, c'est cette différence de l'eau, c'est quand vous allez, par exemple, mélanger du vinaigre avec de l'huile. Si vous mangez du vinaigre avec de l'huile, c'est deux liquides qui sont complètement différents, d'accord, et qui se mélangent pas de façon générale. Et donc, mais ici, c'est la même chose, mais dans l'eau, ils se mélangent, même si c'est deux liquides qui sont différents, ils se mélangent, et ils donnent donc cette particularité à l'eau. Et donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'eau, quand on va parler de l'eau, c'est cette façon de se comporter quand il est sous forme liquide qui va lui donner cette complexité que nous ne connaissons pas. Alors, vous avez donc qu'est-ce qui donne cette complexité à l'eau? C'est le fait qu'il y a des liaisons, d'accord? Il y a des liaisons entre l'hydrogène et l'oxygène. Il y a des liaisons entre les hydrogènes, d'accord, pour que la molécule H2O se fixe avec une autre molécule d'H2O et faire plusieurs molécules d'H2O. Donc, vous avez des liaisons entre l'hydrogène et l'oxygène et des liaisons entre hydrogène et hydrogène. Et généralement, la particularité de l'eau est essentiellement due à ce type de liaison entre les hydrogènes dans le liquide eau. Donc, ce qui donne la particularité à ce liquide, les chercheurs pensent que c'est dû à le type de liaison hydrogène qui est responsable de cette particularité de l'eau essentiellement. Alors, donc le fait que ces deux liquides s'assemblent ensemble pour former un seul liquide que nous connaissons, l'eau, ça remet en cause tout ce qu'on pensait de l'eau auparavant. Donc cette dernière étude apparue dans Science remet en cause toutes les études qui étaient auparavant sur l'eau, comment il était défini auparavant. Ça, c'est la première particularité. Donc le fait que l'eau est différente de point de vue constitution par rapport aux autres liquides, quand vous parlez un liquide, vous dites que c'est un liquide qui est homogène. Et en fait, l'eau n'est pas aussi homogène que cela, c'est déjà deux liquides, d'accord, homogènes qui forment un liquide hétérogène, mais il est homogène en fin de compte. Ça, c'est la première particularité de l'eau. La deuxième particularité de l'eau, c'est que l'eau, il est complètement différent par rapport aux autres liquides. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez par exemple l'eau. Quand vous mettez l'eau dans un congélateur et vous le laissez, d'accord? Et donc si la bouteille est pleine et vous le laissez, donc au bout d'un moment, la bouteille explose. Parce que pourquoi? Parce que l'eau augmente de volume. Mais il n'augmente pas de volume de façon continue. Il augmente de volume de façon discontinue. C'est-à-dire qu'il se comporte comme tous les autres liquides jusqu'à 4 degrés Celsius, c'est-à-dire jusqu'à 4 degrés Celsius, il diminue de volume, comme tous les autres liquides, d'accord? Mais à partir de 4 degrés, d'accord, jusqu'à 0 degré, soudainement, il va augmenter de volume. C'est-à-dire que c'est vraiment particulier. C'est-à-dire qu'à un moment, il se comporte comme tous les autres liquides, c'est-à-dire qu'il va diminuer de volume. Et soudainement, à partir de 4 degrés, l'eau va commencer à augmenter de volume. Et donc, quand il arrive à 0 degré, d'accord, il gèle, et donc il n'a plus d'espace dans la bouteille, donc il va faire exploser la bouteille. Donc, et ça, cette particularité, le fait que le volume augmente,
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la densité diminue de l'eau, puisque la densité, c'est la masse sur le volume. Donc, la masse est la même. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est le volume qui va augmenter. Et donc, si le volume va augmenter, la densité va diminuer. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que si l'eau n'avait pas cette particularité que sa densité, quand il gèle, sa densité est très basse, d'accord, et faible, d'accord, eh ben, les icebergs ne flotteraient pas. Les icebergs ne flotteraient pas sur l'eau. Et donc, si les icebergs ne flottaient pas sur l'eau, ça veut dire que tout l'eau des océans va geler. Et donc, si tout l'eau des océans va geler, il n'y aurait plus de vie. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que si l'eau se comportait comme tous les autres liquides, nous aurions tous les océans qui seront gelés, d'accord, si la température est en dessous, et si la température est au-dessous de zéro. Donc, le fait que la densité est faible, donc la glace, d'accord, donc l'eau est plus chaude, d'accord, elle est plus chaude dans les fonds des océans qu'à la surface, d'accord? Et ça, c'est une particularité extraordinaire, de l'eau. Donc, ça, c'est pourquoi, donc toujours, on remet pourquoi il a cette particularité. Donc, toujours, les scientifiques remettent en cause, disent que c'est toujours dû aux liaisons d'hydrogène. Mais jusqu'à présent, l'eau garde toujours ses mystères, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une théorie absolue, d'accord? Pourquoi ce comportement? Personne ne peut vous dire, vous allez trouver plusieurs articles, chacun vous donne son point de vue, chacun essaye d'expliquer à sa manière pourquoi, mais réellement, personne n'est capable de vous donner une vérité absolue sur cette base-là, d'accord? Donc, tu peux passer la prochaine. Donc, et ça, donc, et donc, vous avez donc, et ça c'est quelque chose aussi d'important. Qu'est-ce que vous dites généralement? Qu'est-ce qu'on dit? Généralement, on dit que si je prends de l'eau qui est au frigidaire, d'accord, et de l'eau qui est à l'extérieur, et si je dis, je vais vous demander de faire chauffer l'eau, d'accord? Je vais vous demander de faire chauffer l'eau. Automatiquement, dans la logique d'une personne, elle va se dire, l'eau qui est froide, d'accord, elle va mettre plus de temps pour chauffer par rapport à l'eau qui est déjà tiède, d'accord, et qui est dehors. Eh bien, c'est l'inverse, d'accord? Plus l'eau est froide, plus elle va chauffer rapidement. Et donc, ça, c'est une particularité aussi de l'eau, c'est-à-dire que l'eau, c'est pas, et ça, celui qui a découvert ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Mbemba. Mbemba, c'est un Africain du Sud, d'accord, qui par hasard, qui était un enseignant de lycée, d'accord, qui a remarqué ça, et donc qui a donné cet effet à l'eau, le fait que l'eau froide, d'accord, l'eau froide se chauffe plus rapidement que l'eau chaude. Donc, ne vous inquiétez pas, donc si vous faites sortir de l'eau de votre frigidaire, d'accord, et de l'eau qui est tiède, eh ben, il faut mieux la mettre dans le frigidaire, elle va chauffer plus rapidement que de la laisser dehors, d'accord? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La deuxième chose aussi, pourquoi vous voyez par exemple des insectes qui marchent sur l'eau, d'accord? Les insectes qui marchent sur l'eau, d'accord, et vous dites comment ces insectes puissent marcher sur l'eau. Parce qu'en fait, il y a une particularité de tous les liquides, d'accord, c'est ce qu'on appelle la tension superficielle, c'est-à-dire la tension superficielle, c'est à tous les liquides. Quand quelqu'un plonge dans l'eau, vous faites un plongeon dans l'eau, c'est-à-dire que vous allez casser des liaisons d'hydrogène, d'accord, pour séparer, pour pouvoir rentrer la première fois quand vous plongez. C'est pour ça qu'il y a un contact, d'accord, entre l'eau, c'est un impact, d'accord, qui se fait entre un objet, un caillou, ce que vous voulez. Il y a un impact, d'accord, qui doit briser des liaisons d'hydrogène pour pouvoir pénétrer dans l'eau. Et comme les insectes sont légers par rapport à des masses importantes, donc l'eau, c'est celui qui possède la tension superficielle la plus grande parmi tous les liquides. Ça veut dire que puisqu'il a une tension superficielle la plus grande, c'est difficile, hein, d'accord, de le casser et donc de pouvoir pénétrer. Donc un insecte qui a une masse très faible ne peut pas casser ces liaisons d'hydrogène, et donc il peut marcher sur l'eau grâce à cette tension superficielle,
de l'eau. Donc ça, c'est aussi une autre particularité, d'accord, de l'eau. Deuxième chose aussi qui est importante dans l'eau, c'est-à-dire l'eau, c'est notre vie, c'est nous. Quand vous mettez de l'eau à chauffer au feu, d'accord, vous remarquez qu'au départ, il y a des petites bulles qui commencent à se former, d'accord, et commencent à remonter jusqu'à ce que ça commence à bouillir. En fait, ça c'est quoi? Pourquoi ils font des bulles comme ça, d'accord? Parce que l'eau séquestre le gaz carbonique. L'eau séquestre le gaz carbonique. Ça veut dire que les océans, c'est grâce aux océans qu'il y a ce maintien, d'accord, de l'équilibre, d'accord, de l'équilibre de l'atmosphère sur la Terre, d'accord, puisqu'il capte le CO2, il le séquestre. Il séquestre le CO2. Donc, il séquestre le CO2, donc c'est un vrai dépollueur par rapport au CO2. Il séquestre le CO2, et donc quand il commence à chauffer, on commence à briser certaines liaisons, et c'est le gaz carbonique qui commence à monter. C'est comme si vous faites une coca, d'accord, et vous l'ouvrez, vous avez des bulles qui remontent, d'accord, c'est du gaz carbonique. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que quand il commence à chauffer, il commence à libérer le gaz, il commence à libérer du CO2, d'accord, qui était séquestré dans l'eau. Donc, et ça, c'est aussi, donc, vous voyez qu'il joue un rôle important dans le climat, et il joue un rôle important dans la vie. Alors, chose aussi, donc ça, vous voyez que l'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que pourquoi? Parce que déjà, l'eau, combien vous avez d'eau sur la Terre? 70% de l'eau qui est sur la Terre, d'accord, est de l'eau salée. 70% de l'eau qui existe sur Terre, elle est salée, d'accord? Il n'y a que 2% de l'eau qui est douce sur la Terre. Vous voyez que c'est une denrée qui est vraiment rare, d'accord? L'eau ne représente que 2% de toute l'eau qui est sur la Terre. Parce que toute l'autre eau, les 70% de cette eau, c'est de l'eau salée, d'accord? Et donc ça, c'est pour vous montrer que la notion de l'eau douce qui nous intéresse, nous, d'accord, elle est vraiment très rare. Donc il faut faire attention, il faut la préserver, cette eau, parce que elle va pas se renouveler aujourd'hui grâce au changement climatique. Nous allons avoir de moins en moins d'eau, d'accord, et elle ne va pas donc se renouveler. Alors, par rapport à cela aussi, donc qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que par rapport à cela, c'est-à-dire que maintenant par rapport à la vie, par rapport à nous, par rapport aux plantes, par rapport aux humains, qu'est-ce qui se passe par rapport à cela? Ah ben vous avez deux phénomènes, d'accord? L'importance des liaisons d'hydrogène, toujours. Ces liaisons d'hydrogène qui jouent un rôle fondamental, d'accord, dans l'équilibre de la vie, d'accord? Ils permettent aux molécules d'eau de se tirer les unes des autres à travers les plus petits vaisseaux sanguins de notre corps, travaillant souvent contre la force de gravitation. Regardez, nous sommes des humains qui sont soumis à la force de gravitation. Ça veut dire que si je lance cet objet, d'accord, il reviendra incessamment vers le sol parce qu'il est attiré par la force de gravitation. C'est-à-dire que la gravitation s'oppose à tout mouvement qui est contraire à elle-même, d'accord, qui s'oppose à tout mouvement qui est contraire à elle-même. Alors vous me dites comment un être humain comme nous, d'accord, comment le fait que l'eau circule, d'accord, puisqu'il y a du sang, d'accord, qui circule dans les vaisseaux, d'accord, donc ça veut dire il lutte contre la gravitation. Comment se fait-il, d'accord, et c'est toujours grâce à ces liaisons d'hydrogène qui font que l'eau résiste contre la force de gravitation. La même chose dans les arbres. Quand vous voyez de l'eau qui remonte dans les arbres jusqu'aux feuilles, d'accord, pour les nourrir, d'accord, comment se fait-il que l'eau peut résister à la force de gravitation et faire que l'eau remonte tout seul, d'accord, sur un arbre de plusieurs mètres, il peut remonter et alimenter, d'accord, les feuilles qui sont au plus haut
de cet arbre. Donc l'eau par rapport, toujours les chercheurs disent, je sais pas moi, les chercheurs qui ont étudié cela disent que le fait que ce sont toujours ces liaisons hydrogènes qui font que l'eau, d'accord, résiste à la force de gravitation, il peut la vaincre, d'accord, il peut la vaincre, et il peut aller donc faire ces... Mais ça, on le retrouve, d'accord, parce que l'eau peut remonter, d'accord, par différence de pression, vous le savez tous, d'accord, par différence de pression, la loi de Torricelli dit que l'eau peut monter jusqu'à 11,3 mètres, d'accord, juste par différence de pression. Et si nous voulons plus le monter, eh ben, on a besoin d'une surpression, d'accord, c'est pour ça qu'on met des surpresseurs pour faire monter l'eau un peu plus haut, d'accord? Mais dans un être humain et dans les plantes, les choses se font de façon naturelle, d'accord? On n'a pas besoin de surpresseur pour faire monter de l'eau jusqu'au sommet de l'arbre et aller vers les feuilles, d'accord? Donc c'est comme si l'eau est aspirée, d'accord, par les racines au lieu d'un surpresseur qui les aspire, d'accord. Ici c'est l'arbre ou c'est les vaisseaux qui les aspirent pour les faire monter et circuler, d'accord. Alors et donc la deuxième chose autour, c'est la cohésion de l'eau. La cohésion de l'eau. L'eau aussi c'est un liquide qui est très cohésif, c'est-à-dire qu'il est, quand on dit qu'est-ce que ça veut dire qu'il est très cohésif? Ça veut dire que l'eau, c'est très difficile de le compresser. Si vous voulez compresser de l'eau, d'accord, c'est difficile de compresser de l'eau, d'accord. Si vous n'avez pas une surface déformable, d'accord, si vous le déformez, il va prendre un autre espace, d'accord. Donc, puisque vous allez le squeezer, puisqu'il va se déplacer vers un autre espace. Mais si vous n'avez pas d'espace et vous avez quelque chose qui est fermé, c'est impossible de le comprimer. Ça veut dire qu'il a une coefficient de compressibilité très élevée pour pouvoir le compresser. Et ça, c'est dû parce qu'il a une très grande cohésion, d'accord? L'énergie de cohésion est importante. Alors, c'est pour ça que quand vous voyez donc l'eau des océans, d'accord, ça veut dire que si, avec toute cette force de gravitation, d'accord, normalement, si c'était un liquide qui était facilement compressible, d'accord, donc les océans ne seront pas stables. Il y aura une grande instabilité dans les océans. Donc, et on remarque environ, l'eau de l'océan n'est écrasée en volume qu'environ 1%. C'est-à-dire qu'il y a que environ 1% de tous les océans, d'accord, qui est écrasé par cette force de gravitation, parce que l'eau possède une énergie de cohésion très importante, d'accord? Alors, d'autre part aussi, les chimistes le connaissent, d'accord? L'eau, c'est le solvant universel, d'accord? C'est le solvant universel, presque tout, d'accord, se dissout dans l'eau, d'accord? À part si on augmente donc en concentration de l'élément, d'accord, du solidité, donc ça, à un moment donné, par exemple, il va rester, et le sucre par exemple, à un moment donné, plus au-delà d'une certaine concentration, il va se précipiter en forme. Mais généralement, il dissout presque tous les autres éléments. Donc, et ceci est très important par rapport à la vie, d'accord, puisqu'il peut dissoudre, d'accord, une grande variété de nutriments. Et donc, dans l'être humain, ça veut dire que quand nous mangeons, nous buvons autre chose que de l'eau, d'accord, ce sont des nutriments, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il peut dissoudre une grande variété de nutriments et d'autres ingrédients et les déplacer dans notre corps, d'accord. Pourquoi? L'ADN, les protéines, donc molécules qui composent les membranes cellulaires ne fonctionnent pas sans eau. Donc, s'il n'y avait pas d'eau, tous ces éléments nutritifs qui sont les vitales, l'ADN, qui sont les protéines essentiellement, d'accord, n'existeraient pas sans l'eau, d'accord, pour pouvoir les transporter parce que c'est pour ça que l'être humain, si nous prenons l'être humain, d'accord, 70% de l'être humain, c'est de l'eau. 70% de ce qui existe dans l'être humain, c'est de l'eau. En fait, c'est quand on dit nous avons un corps solide et quand nous voyons nous sommes matériels, nous sommes solides, d'accord, etc. En fait, ce n'est que une illusion, d'accord, par rapport à la réalité, puisque nous sommes 70% d'eau. Et vous le remarquez,
quand une personne meurt, d'accord, elle se déshydrate facilement, elle se déshydrate, il ne reste plus. Il ne reste plus rien, d'accord. Quand vous voyez un chat qui est mort, vous revenez une semaine plus tard, il n'existe plus, ce chat. Il a disparu parce qu'en fait, toute son eau, elle va s'évaporer, d'accord, se déshydrater, il ne reste plus rien, d'accord. Et plus vous allez descendre jusqu'aux globules rouges, les globules rouges, c'est 80% d'eau, d'accord. Et donc, les cellules, tout est eau, d'accord. Tout est eau dans notre humain, depuis la globule rouge, hein, jusqu'aux cellules, jusqu'aux protéines, jusqu'à l'ADN, tout ce que vous voulez. Donc, essentiellement, l'eau, c'est l'élément constitutif, hein, essentiel, donc, dans l'être humain, d'accord? Alors, ça, c'est les particularités. Alors, maintenant, la question qui s'est posée aussi, d'où provient cette eau? D'où provient cette eau sur Terre? Quelle est l'origine de l'eau sur Terre? Quelle est l'origine de l'eau sur Terre? Alors, plusieurs versions ont été données sur l'origine de l'eau sur Terre, et donc on se pose des questions par rapport à cela. Et il y a eu plusieurs versions. Plusieurs versions. La première, ils ont dit que l'eau provient, c'est-à-dire que l'eau, il y a eu d'abord la constitution du système solaire, avec toutes les planètes, d'accord, que nous connaissons, avec les satellites des planètes, etc., et que l'eau est venue après la création du Soleil. Une fois que le Soleil s'est établi et que le système solaire s'est établi, qu'on a dit que l'eau est provenue, d'accord, d'une évaporation importante qui s'est produite au niveau du Soleil et qui a donné naissance à l'eau. La deuxième hypothèse dit que l'eau est venue avec les astéroïdes, d'accord, est venue avec les astéroïdes qui sont venus d'autres systèmes galactiques, d'accord, et qui ont voyagé, d'accord, et donc qui ont frappé la Terre et qui ont, elles, ramené de l'eau sur la Terre. Et puis la dernière, qui est parue sur Nature dernièrement, d'accord, la dernière étude qui a été faite par parce que vous savez, la science évolue de façon, je dirais de façon chronique. Parce que pourquoi de façon chronique? Parce que vous savez, on dit que c'est quelque chose qui est établi, d'accord? Et puis les scientifiques mettent en place de nouvelles sondes, hein, qui peuvent voyager plus loin dans notre système galactique d'abord, qui vont dans d'autres galaxies, de plus en plus dans d'autres galaxies. Par exemple, aujourd'hui, James Webb, donc la nouvelle sonde James Webb, nous donne des informations, d'accord, et des connaissances qui remettent en cause plusieurs théories qui étaient déjà établies auparavant. Donc, ce que nous pensions qui était établi est remis en cause, sauf une qui n'est pas encore remise en cause, c'est la relativité générale. Mais je pense que ça viendra. Ça viendra, on dira que la relativité générale n'est plus, puisque plus James Webb va dans les confins de cet univers, donc on découvre d'autres galaxies qui n'étaient pas visibles par les autres sondes, d'accord? Et donc, aujourd'hui, avec ce développement de la technologie, donc développement donc de la connaissance de notre univers, d'accord, on ne sait pas où il va s'étendre cet univers, d'accord, qui remet en cause, on discutait avec mon ami Bouyarov, qui remet en cause même la théorie de la théorie du Big Bang, c'est-à-dire qu'il y a autre chose que cela. Donc, l'essence là de le côté, c'est pas pour aujourd'hui. Et donc, la dernière information, c'est que l'eau est arrivée sur la Terre avant la création du système solaire. C'est incroyable, d'accord? C'est-à-dire que l'eau sur Terre, d'accord, était avant, c'est-à-dire lors de la constitution du système solaire. C'est pas après que le Soleil soit établi, que les planètes soient établies, que l'eau, hein, est arrivée sur Terre, mais la planète Terre est arrivée avec son eau dès le départ, d'accord? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, et donc ça a permis à d'autres personnes, partant de cette observation, parce que ça c'est une observation qui a été faite, ils ont dit d'où provient cette eau? Et donc, ils ont découvert qu'il y a des amas d'eau dans des galaxies, d'accord, dans l'univers, d'accord, qui sont des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois par rapport à l'eau qui existe sur Terre. Donc, ça veut dire que tout cet univers est aussi de l'eau.
tout cet univers est l'eau, et donc c'est pour ça que Dieu, d'accord, place l'eau comme étant un élément au-dessus de tout et un élément fondamental, d'accord, donc, par rapport non pas seulement par rapport à la terre, d'accord, mais par rapport à l'eau, d'accord. D'accord, peut-être que bon, je ne vais pas vous influer par rapport à cela, d'accord, mais comme c'est un jour du Ramadan, donc il y a un peu de spiritualité dans nous, puisque Dieu dit Inna samawati wal arda kanata ritqan fafataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Il ne parle pas que de la terre, hein? Il parle de tout cet univers. Donc tout cet univers est fondamentalement de l'eau, d'accord? Et l'eau, d'accord? Ustawa ala arshih, d'accord? Ça c'est quelque chose de, hein, par rapport à l'eau. Donc ça c'est quelque chose de vraiment fondamental. Donc voilà, donc je vous ai donné quelques particularités sur l'eau, quelques données, d'accord? Des faits qui sont un peu particuliers, vous les avez vus par rapport à cela. Alors maintenant, on passe à une deuxième chose. Donc, gardez en tête toutes ces particularités de l'eau. Nous allons revenir par la suite pour faire cette liaison entre tout ce que nous allons dire pour arriver à la fin vers ce que j'ai dit, la mémoire, puisque j'ai dit cette conférence, c'est la mémoire de l'eau, d'accord? Donc, mais je voudrais que nous arrivions à cette conclusion, d'accord? À une chose, si tu peux reviens en arrière dès le départ, parce que je voulais leur montrer une photo en arrière, dès le départ, vas-y, là. Cette photo, je voudrais que vous la gardiez en tête. Ça, c'est de la neige, c'est les cristaux de neige. Et une chose remarquable, tous les cristaux, toute la neige qui tombe sur cet univers, sur cette terre, puisque nous sommes sur la terre, depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, il y a la neige, donc c'est des cristaux, d'accord? C'est des cristallites, d'accord? C'est au moment où il commence à se geler et va devenir par la suite glace. Donc c'est des cristallites. Aucun flocon de neige est identique à l'autre. Aucun flocon de neige est identique à l'autre. Tous les flocons de neige qu'on a étudiés depuis des années et des années sur la forme, d'accord, aucun n'a la même forme que l'autre. Mais il y a une chose qui fait qu'ils sont tous à peu près les mêmes, ils sont tous 6 sommets. Ils ont tous 6 sommets. C'est juste la forme, c'est la symétrie, d'accord? C'est la symétrie, d'accord? Mais ils ont tous 6 sommets. Ils ont tous 6 sommets. Mais aucun n'a la même forme que l'autre. Tous les flocons de neige qui tombent, aucun n'a 5 ou n'a 7 sommets. Ils ont tous 6 sommets, mais aucun n'est identique à l'autre. C'est extraordinaire. Pour nous, quand nous regardons de la neige, hein, c'est de la neige, elle est uniforme, hein, c'est la même neige, d'accord? Mais en réalité, si vous regardez au microscope, d'accord, ces flocons de neige, d'accord, aucun n'est identique à l'autre. Retenez cette image. J'ai donné juste c'est beau, d'accord, c'est beau. Il y a une symétrie extraordinaire dans les flocons de neige quand on les regarde au microscope. Quand on les voit comme ça n'a pas l'air de quelque chose d'extraordinaire, mais quand on les regarde plus en détail, d'accord, ça me fait rappeler un autre verset, mais je le dirai plus tard. Alors, donc voilà donc cette photo, remémorer cette photo parce que je reviendrai par la suite à la fin quand je parlais de l'eau. Vas-y, Mohamed, hein, là où j'étais tout à l'heure. Voilà, reviens en arrière, reviens. Voilà, on va parler. Donc laissons ça. Donc vous avez vu donc la neige, vous avez vu l'eau, vous avez vu quand ces différentes propriétés. Mais là, nous allons revenir un peu hein, aux fondamentaux, d'accord, aux fondamentaux dans cet univers. Cet univers est régi par des lois. Et généralement, ces lois, ce sont des lois physiques, d'accord?
Donc, les lois qui régissent cet univers, ce sont des lois physiques, d'accord, qui régissent cet univers. Et donc, il y a certaines lois qui se conservent dans le temps et dans l'espace. Donc, cet univers est géré par des lois de conservation. S'il n'y avait pas ces lois de conservation, on pourrait dire que nous pourrions aller vers le chaos. Et donc, c'est ces lois de conservation qui régulent notre univers. Et donc, tu passes. Alors, la première loi de conservation, d'accord, c'est la loi de conservation de l'énergie. Vous savez tous, rien ne se perd, tout se transforme. Là, on l'a appris, l'Avogadro, ça fait longtemps que rien ne se perd, tout se transforme. Donc, il y a la conservation de l'énergie dans cet univers. Quand je dis la conservation de cette énergie dans cet univers, pas forcément sur Terre. Peut-être que sur Terre, nous allons perdre de l'énergie, mais on va la retrouver dans une autre planète ou dans une autre partie de l'univers. Mais en tant qu'univers, tout comme un système fermé, d'accord? On considère l'univers comme un système fermé, on va dire que l'énergie se conserve. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'énergie se conserve? Et ça, c'est grâce à une mathématicienne extraordinaire, une femme qui s'appelle Émilie Noether, d'accord, qui a relié ces lois de conservation, d'accord, à des notions de symétrie, d'accord, à des notions de symétrie. Émilie Noether, d'accord, est une mathématicienne allemande, d'accord, qui a eu une vie vraiment, je dirais, désastreuse du point de vue sociabilité, d'accord, de la société envers cette femme qui était extraordinaire, puisque Einstein disait de cette femme que c'est une des grandes mathématiciennes que j'ai pu rencontrer et qui a une vision, d'accord, qui est vraiment différente des autres mathématiciens que j'ai eu à croiser sur mon chemin. Émilie Noether était une Allemande, d'accord. Son père était prof de mathématiques, d'accord. Et puis, vous saviez qu'à l'époque, nous sommes à peu près en 1910, d'accord. En 1910, il était interdit aux femmes d'aller à l'université. Même en Allemagne, hein, donc on pense que l'Allemagne c'est un pays développé. Donc les femmes ne pouvaient pas aller à l'université. Et donc la chose maximum qu'ils pouvaient faire, c'est d'aller dans une école pour devenir institutrice. Et donc elle s'est inscrite pour devenir institutrice, d'accord, et une institutrice de français, c'est-à-dire on les a même pas autorisées à faire de la science dure, hein. C'était faire des sciences qui étaient destinées à toujours être, disons, apporter quelque chose à la société, pour les enfants ou pour la société. Et donc, quand elle a eu sa licence donc, pour aller enseigner, elle a dit, pourquoi pas, je ne pourrais pas continuer à faire mes études et à l'université. Et donc, on a commencé à partir de 1912-1913 à autoriser certaines femmes à aller étudier à l'université officieusement. Elles n'étaient pas inscrites. Elles pouvaient s'inscrire comme ça, aller suivre des cours de mathématiques. Et comme son père était déjà prof à l'université, donc elle a pu faire donc une thèse de doctorat de mathématiques. Et dans son jury, il y avait un grand mathématicien qui s'appelle Hilbert. Et donc il a reconnu en elle des éléments, d'accord, qui prédisait un avenir extraordinaire pour cette femme. Et donc, il lui a proposé de venir enseigner les mathématiques, puisqu'il était chef de département de mathématiques à l'université de Groningen. Et donc, il lui a demandé de venir enseigner. Et donc, il a soumis sa candidature au conseil du département. Et c'était la tollée. Tout le monde s'est soulevé. Comment une femme peut venir enseigner chez nous? Si vous êtes fou, monsieur Hilbert. Une femme en Allemagne est faite pour les 3 cas. Kuchen, and Kitchen. C'est-à-dire, elles peuvent aller à l'église, faire la cuisine et faire des enfants. Les 3 cas. La femme est faite en Allemagne pour ces 3 cas. Faire la cuisine, faire des enfants et aller à l'église. Elle ne peut pas. Et donc, avec beaucoup d'acharnement, Hilbert, d'accord, influença ses collègues, mais à condition que son nom n'apparaît pas au département.
qu'elle devait enseigner avec le nom de Hilbert. Et puis, il y a eu maintes choses dans sa vie, je ne vais pas raconter son histoire aujourd'hui, mais en 1918, elle vient avec ce théorème, d'accord, qui lie les lois de conservation avec la notion de symétrie. Donc la première, c'est que il y a une translation dans le temps, et donc ça revient à se poser à l'origine du temps, d'accord, qui n'est pas un inobservable, on ne peut pas l'observer, d'accord. Et donc il y a ce qu'on appelle une translation dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une expérience, et ça vous le faites quand vous faites des TP. Vous faites des TP, vous faites toujours les mêmes TP, vos étudiants, d'accord, ceux qui sont dans les sciences, vous faites les mêmes TP, vous les faites il y a 20 ans, moi je les fais, ça fait 30 ans ou 40 ans, quand j'étais étudiant, je les refais, on obtient toujours les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a la conservation d'énergie. Et donc c'est immuable dans le temps, dans les mêmes conditions. Si vous refaites la même expérience dans les mêmes conditions, vous allez retrouver les mêmes résultats. Donc ça c'est la première loi de conservation. La deuxième loi de conservation, c'est la conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, quand un objet frappe un autre objet, d'accord? Donc celui-là vient avec une quantité de mouvement, la force, la vitesse fois la masse, et l'autre vient avec une masse et une vitesse, ils se rencontrent, d'accord? Et leur somme est une constante, donc il y a conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, elle est reliée par Emile Noether, d'accord, à la translation dans l'espace, d'accord. C'est l'origine de l'espace qui se pose la question de l'inobservable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la même expérience, dans les mêmes conditions, vous la faites ici, ou vous la faites au Japon, ou vous la faites au Brésil, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats, d'accord. Donc ça, c'est dû à cette loi. Et la troisième, c'est la conservation du moment, c'est la conservation du moment cinétique. Ça, c'est lié donc toujours à la direction privilégiée. Il n'y a pas de direction privilégiée, d'accord, dans cet univers. Toutes les directions, d'accord, sont isotropiques. Voilà, c'est les trois grandeurs. Donc tout le monde est d'accord qu'il n'y a que ces trois grandeurs qui se conservent dans cet univers et qui font que cet univers existe et il évolue dans l'espace, dans le temps, d'accord, et par rapport à des directions. Voilà, ça c'est une chose. Et puis il y a un troisième principe, donc on parle de loi et on parle de principe, d'accord, dans une des grandes théories, vous avez des lois et vous avez des théories, d'accord. Et donc les théories, la théorie de la thermodynamique, comme la théorie de la mécanique classique, d'accord, mais vous avez une loi. Les lois sont plus dans un piédestal, la loi, ensuite la théorie, ensuite les modèles. Donc, dans la théorie de la thermodynamique, vous avez le deuxième principe de la thermodynamique, d'accord, le deuxième principe de la thermodynamique, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire qu'au cours du temps, il y a perte d'information. Si vous faites un café chaud aujourd'hui, si vous le laissez, il va refroidir. Mais il ne va jamais se réchauffer tout seul. Parce que pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a perte de l'information. Et que s'il y a perte de l'information, le désordre augmente, d'accord? Et on mesure le désordre par une grandeur qui s'appelle l'entropie. Donc la grandeur qui mesure le désordre dans un système, ça s'appelle une entropie. Ça veut dire que l'entropie, elle augmente, elle ne fait qu'augmenter dans cet univers. Et donc le fait que cette entropie augmente, il va arriver un moment où il y aura un chaos, d'accord, un chaos. Et vous savez tous qu'après le chaos, il y a une grande instabilité, et après cette grande instabilité, il y a ce qu'on appelle des violations de certaines lois, il y a une stabilité qui revient, d'accord, et on revient vers l'ordre. Et généralement, un être humain, c'est aussi comme ça. On est enfant, il y a la période de croissance, il y a la période de maturation, d'accord? Et ensuite, il y a la période de déclin. C'est-à-dire que notre entropie augmente, elle arrive au maximum, d'accord? Et donc, tout se commence à se détracter entre nous, les cellules ne répondent plus, les organes ne répondent plus, d'accord? C'est le désordre, c'est la mort. Et la fin, le chaos va donner la mort, d'accord? Et donc, après la mort, c'est sûr qu'il y aura d'autres générations qui vont apparaître, d'accord? Donc, quand il y a une plante qui meurt, d'accord, elle sème de la graine, et la graine va donner de nouvelles
une nouvelle plante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tous nous suivons des lois d'évolution, enfance, croissance, maturité, déclin. Donc ça, c'est la deuxième loi de la thermodynamique qui dit que l'entropie, elle est toujours positive, d'accord? Elle est jamais négative. L'entropie est toujours positive, c'est-à-dire que le désordre ne fait qu'augmenter, d'accord? Rappelez-vous ça, le désordre ne fait qu'augmenter, donc il obéit au deuxième principe de la thermodynamique, d'accord? Tu passes le prochain. En conséquence, d'accord, l'équilibre n'est atteint que lorsque toute l'information est détruite. Donc, comme je dis, tout l'équilibre a rien, c'est-à-dire c'est la mort, d'accord? Donc, la mort quand toute l'information disparaît. Donc, ça veut dire que toutes les molécules, toutes nos cellules, tous nos organes, il n'y a plus d'informations pour les contrôler, et donc ça va vers un. Et donc, encore lorsque l'entropie est maximum. Vous passez, Mohamed? Paradoxe. Mais il y a cependant un paradoxe. Quel est ce paradoxe, d'accord? Cette loi d'entropie semble contredire ce que l'on constatait dans certains phénomènes physiques, et particulièrement le phénomène de la vie, qui produit sans cesse de l'organisation et de la complexification, au lieu de détruire. C'est vrai. Comme j'ai dit, c'est vrai que pour les choses, comme je dis, l'entropie ne fait qu'augmenter. Mais dans notre loi d'évolution, c'est-à-dire naissance, enfance, croissance, d'accord, maturation, déclin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a même l'entropie augmente, d'accord, mais il n'y a pas de désordre? Ça veut dire que vous savez tous que dans un être humain, il y a des cellules qui naissent et des cellules qui disparaissent, d'accord? Et donc, avant que la cellule naisse, il y a la multiplication cellulaire. Donc, ça veut dire qu'elle doit transmettre l'information correcte dans sa division à l'autre cellule qui va venir, d'accord? Et donc, s'il y avait une perte d'information, ça veut dire que la cellule qui va venir à la place de l'autre cellule, parce qu'il y a des milliards de cellules chimères dans notre corps, et d'autres cellules qui se génèrent. Donc, s'il y avait une perte d'information, ça veut dire que l'information sur l'ADN, d'accord, transmise par la cellule à une autre cellule, d'accord, s'il avait un manque d'information, ça veut dire que l'information qui arrive dans l'autre cellule, d'accord, elle n'est pas complète, d'accord, et si elle n'est pas complète, il va y avoir un désordre dans notre organe, d'accord, et c'est comme ça qu'il y a des maladies. Il y a des maladies parce que l'information ne s'est pas transmise correctement à la nouvelle génération, et donc puisqu'elle ne s'est pas transmise correctement à la nouvelle génération, donc la cellule qui est venue, d'accord, nouvelle, elle porte des tares, d'accord, qui ne sont pas correctes par rapport à la première, et donc ce désordre il va avoir une perte, donc ça veut dire qu'à un moment donné, donc quand quelqu'un est malade, d'accord, et il a une maladie chronique, d'accord, ça veut dire que l'information va se dupliquer de plus en plus faussement, d'accord, de plus en plus faussement, que l'organe ne peut plus fonctionner comme il devait être fonctionné, et donc ça va aller vers la mort. Donc comment se fait-il que dans l'être humain, d'accord, il n'y a pas une entropie positive, il y a une entropie, une organisation. Donc s'il y a une organisation, ça veut dire qu'il n'y a pas de désordre, d'accord? Et donc s'il y a une organisation, donc le désordre ne fait pas qu'augmenter dans l'être humain. Donc il y a une négatropie, c'est-à-dire qu'il y a une entropie négative, d'accord, qui se passe dans l'être humain. Et donc c'est aussi quelque chose qui est paradoxal par rapport à tout ce qui se passe ailleurs, autre que la vie. Donc toute chose qui n'est pas vivante, d'accord, donc toute chose qui n'est pas vivante, d'accord, possède cette particularité que l'entropie. Donc ça, c'est aussi incroyable. Comme j'ai dit, ne l'oubliez pas. Ça veut dire qu'il y a une information. Ça veut dire que l'information n'a pas été transmise correctement. Alors, je vais vous rappeler quelque chose. Donc, comment, pour conserver l'information, qu'est-ce qu'il faut que je la fasse? Pour nous, quand nous voulons garder cette information, il faut la sauvegarder. Et c'est pour ça que quand vous utilisez un ordinateur, d'accord, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sauvegarder ce que vous avez fait sur votre ordinateur, votre disque dur, d'accord? Vous allez le sauvegarder, d'accord?
Et donc, vous allez le sauvegarder. Donc, parfois, vous allez le sauvegarder sur une clé USB, d'accord? Parfois, avant, c'était sur un CD, sur un disque externe. Donc, on sauvegarde l'information pour ne pas la perdre et je puisse la réutiliser à autre chose. Alors, la mesure de l'information, c'est quoi? Quand vous mesurez les mètres, quand vous mesurez une longueur, la mesure, c'est le mètre. Quand vous mesurez le temps, l'unité de mesure, c'est la seconde, d'accord? Donc, à chaque chose que vous voulez mesurer, il y a une unité de mesure. Alors, il y a un homme extraordinaire qui, dans les années 1940, a introduit quelque chose de nouveau, comment mesurer l'information. Et donc, mesurer l'information, il a introduit la notion de bit. D'accord? Le bit est la mesure de l'information. D'accord? Et donc, le bit, d'accord, qui est 0 ou 1, d'accord, et l'unité donc fondamentale de l'information, c'est le bit. Et donc, tous les chiffres, toute l'information qui existe, d'accord, elle est codée sous forme de 1 et 0, d'accord, et vous avez une série de 0 et de 1 qui représentent une information. Donc, on stocke ces 0 et ces 1 dans des clés USB, dans un ordinateur, dans tout ce que vous voulez, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais avec le temps, si vous laissez cette clé USB pendant 10 ans, 15 ans, et vous voulez la réutiliser, vous avez une perte d'information. Parce que, j'ai dit, l'entropie augmente, d'accord, et donc il y a une perte d'information nécessairement sur n'importe quel support où vous allez enregistrer cette information. Mais les scientifiques ont découvert, d'accord, quelle est la chose qui stocke l'information indéfiniment, où vous pouvez stocker l'information indéfiniment? L'ADN. L'ADN stocke l'information indéfiniment. Et c'est pour ça que quand on va faire des fouilles préhistoriques, d'accord, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche, d'accord, des fragments d'ADN, des aliments qu'on retrouve, d'accord, et à partir de ces fragments d'ADN, parce qu'elle porte l'information et la sauvegarde l'information. Et aujourd'hui, vous savez que, par exemple, à Oxford ou à Cambridge, on a mis au point une technique, d'accord, ils ont stocké toute l'information de leur bibliothèque centrale, c'est-à-dire tous les livres, toutes les revues, dans de l'ADN. Donc aujourd'hui, on a des systèmes, d'accord, où on peut stocker, d'accord, de l'information sur l'ADN. Et donc ils savent qu'en stockant de l'information de l'ADN qu'ils mettent dans des congélateurs à moins 80 degrés, cette information sera préservé à vie, d'accord, préservé à vie. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il y a un moyen de conserver l'information indéfiniment et donc de ne pas la perdre, d'accord, et de ne pas la perdre. Alors, donc comme j'ai dit, donc encore, Mohamed, voilà encore, donc comme ça, on va. Alors, ça va. Alors, donc, en partant de ce principe, d'accord, il y a un grand mathématicien, d'accord, basé sur un théorème qu'on appelle le théorème d'incomplétude, d'accord, les mathématiciens le connaissent, mais moi je ne vais pas rentrer dans ceci, d'accord. Sur la base de ce théorème et sur la base du théorème de Shannon sur la notion d'information, il dit qu'aujourd'hui, d'accord, il arrive avec une nouvelle théorie, il dit il y a une quatrième chose qui se conserve dans cet univers, c'est l'information. Donc, il publie un article maintenant dans Physics Letters où il apporte toutes les preuves, d'accord, pour dire qu'il y a une grandeur. Il n'y a pas que l'énergie, il n'y a pas que la quantité de mouvement, il n'y a pas que le moment cinétique qui se conserve dans cet univers, mais que l'information se conserve dans cet univers. C'est-à-dire que même si on la perd ici, cette information qu'on a perdue, elle se retrouve ailleurs, dans un autre endroit de l'univers. Mais de façon générale, dans cet univers, l'information. Donc ça remet en cause beaucoup de choses. Ça remet encore beaucoup de choses par rapport à cela. Vas-y, Mohamed. Hein? Et donc ça, donc voyez, donc on est parti des propriétés, on est arrivé à une grandeur, on a dit qu'aujourd'hui, beaucoup, d'accord, parlent, et je vous recommande de lire un livre d'un prix Nobel Paul Davies, qui s'appelle The Demon of Maxwell, le démon de Maxwell, c'est-à-dire parce que celui qui a eu la première idée de ça,
c'est quelqu'un qui, pour moi, rivalise avec Einstein, c'est Maxwell, James Maxwell, qui a le premier parlé, d'accord, de la conservation de l'information au départ. Donc voilà. Et donc, ça veut dire que cette notion de conservation de l'information va nous mener à des choses plus importantes par rapport à ce que nous avons dit, la mémoire de l'eau. Celle qui porte la controverse de tout le monde. Tout le monde a son avis et tout le monde... Vous savez, moi, pourquoi je dis ceci? Vous savez pourquoi je dis ceci? Parce que on remet en cause beaucoup cette notion, cette idée de mémoire de l'eau. Et ceci m'a, dans mes lectures, sur le darwinisme. Le darwinisme est la loi de sélection naturelle. Les gens confondent entre la loi de sélection naturelle et les lois d'évolution des espèces. Et vous savez, pendant des années, le darwinisme, le néo-darwinisme, le darwinisme n'ont fait, c'est un complot qu'ils ont mené contre l'humanité. Parce que les choses commencent à se divulguer aujourd'hui par rapport au darwinisme. Aujourd'hui, parce qu'il y a cette confrontation entre le darwinisme et les créationnistes. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a un designer intelligent dans cet univers. On parle de designer intelligent, d'un concepteur intelligent. Donc il y a ceux qui croient à la notion de concepteur intelligent et ceux qui croient au darwinisme, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a fait pendant toute cette période? Depuis que Darwin est venu et depuis qu'on a soutenu les idées de Darwin, que nous descendons du singe, que tout il y a eu l'évolution des espèces, d'accord, a fait que tous les adeptes du darwinisme, et qui étaient nombreux, d'accord, ont fait que tous les gens qui étaient créationnistes et qui apportaient des solutions, d'accord, et qui apportaient des contre-vérités par rapport à darwinisme, on les a fait tuer. On les a fait taire. Même à ce que tous les grands professeurs qui postulaient dans les grandes universités, à Harvard, ou à Cambridge, ou à Oxford, mais qui étaient créationnistes, n'obtenaient pas de poste dans ces universités. Il fallait être darwiniste pour pouvoir postuler un poste en biologie, d'accord, dans ces grandes universités. On te demandait déjà au départ, est-ce que vous croyez, d'accord, à la théorie de Darwin? Si vous êtes dit non, je ne crois pas à la théorie de Darwin, d'accord, eh ben, vous allez ne pas avoir ce test. Et vous savez, le premier qui a porté c'est extraordinaire. Celui qui a dit, le premier qui a dit donc que Darwin n'était pas, vous connaissez tous Goethe, hein? Goethe, le grand poète, hein? D'accord? Goethe, hein? D'accord, l'allemand, qui est un grand poète. Et lui s'intéressait à cela. Malgré, et quand il proposa des théories d'évolution. On lui disait, mais vous n'êtes pas du domaine, vous êtes un romantique. Comment vous pouvez parler de cela? Et donc c'est lui qui a dit que la première chose, c'est-à-dire que, vous savez, quand dans toute chose, que ce soit un objet immatériel ou un objet matériel, est fait de deux choses qui sont importantes, la structure et la fonction. Alors, pour tout ce qui est créationniste, il se base sur la structure. Et tout ce qui sont darwinistes, il se base sur la fonction. C'est-à-dire que c'est la fonction qui induit l'évolution. Et c'est faux. Et donc, Goethe, c'est lui qui a dit la première chose, d'accord? Et il a dit que tous les plantes, lui, il s'intéresse aux plantes, d'accord? Il a dit, regardez les feuilles. Toutes les feuilles se ressemblent. Ils ont tous presque le même motif. Hein? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux cristaux de neige, d'accord? Et donc, pourquoi? D'accord? Et ça, bon, et donc on l'a traité de fou, etc. Et puis dernièrement, vous savez tous que dernièrement, la tendance, c'est l'abolition du darwinisme. Mais c'est pas l'objet de ça. On le verra peut-être un autre jour, d'accord, sur le créationnisme. Pourquoi? Parce que quand je parle de la mémoire de l'eau, je dirais 90% des scientifiques vont vous dire non, c'est pas vrai, hein, c'est pas possible. Donc et je me pose sur le même principe que ce qui se passait à un moment donné par rapport au darwinisme se passe aujourd'hui de la même façon par rapport à la mémoire de l'eau. C'est-à-dire que toute personne qui veut parler et qui apporte des preuves
il est mis au placard. Et on le traite de marginal, ou on le traite de charlatan, d'accord, des sciences, etc., etc. Voilà, c'est juste pour vous dire que ce que je vais dire aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, n'a pas de sens, mais peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, et puis les preuves commencent à venir. Les preuves commencent à venir avec l'apparition de la mécanique quantique et les applications de la mécanique quantique. Voilà. Donc la mémoire de l'eau, Mohamed, tu passes. Alors tout a commencé, comme vous le savez, en 1988, un allergologue, d'accord, qui s'appelle Benveniste, d'accord, qui étudiait les allergènes, d'accord, dans son laboratoire. Il faisait des dilutions, d'accord, il faisait des dilutions. Et un de ses étudiants qui faisait les dilutions lui a dit, il n'y a plus d'allergènes dans ma solution, je l'ai dissoute complètement, d'accord, il n'y a plus d'allergènes, mais maintenant, quand ils injectent cette solution à des patients normaux, ils deviennent allergiques. Comment se fait-il qu'il n'y a plus d'allergènes? Chimiquement, il n'y a plus d'allergènes dans ma solution. Comment se fait-il qu'il n'y a plus d'allergènes dans ma solution, mais si je l'incube à un patient, il devient allergique, comme si je lui ai injecté cet allergène. Et donc, c'est parti comme ça. Et donc, il a publié un article dans Nature. Et donc ça a fait le buzz, d'accord. Et puis, une fois qu'il a publié cet article, tous les scientifiques de renom, les chimistes de renom, ils ont appelé au scandale. C'est pas possible, ça c'est du charlatanisme. Comment se fait-il, d'accord, que la molécule chimiquement elle n'existe pas? Donc, et c'est comme ça qu'il a introduit. Benveniste, il a dit donc l'eau a une mémoire, et donc il a gardé en mémoire cet allergène, d'accord, même s'il n'existe pas chimiquement, mais l'information est là. C'est une information qui est restée gravée dans l'eau, donc l'eau a une mémoire. Et donc Maddox, qui était le directeur de publication de Nature à l'époque, d'accord, il a dit, je vais envoyer une commission d'enquête. Il a envoyé la commission d'enquête au laboratoire de Benveniste pour vérifier si les expériences. Mais, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'il a envoyé? Il n'a pas envoyé des chimistes ou des biologistes. Il a envoyé un magicien, d'accord, et quelqu'un qui, comme je dis, qui résout les démystificateurs. On l'appelle un démystificateur qui démystifie si c'est juste ou si c'est faux. Donc, il a envoyé un démystificateur et un magicien. C'est pas possible, on envoie, hein. Et donc, on a refait l'expérience 17 fois. On a remis l'expérience 17 fois. 10 fois, elle a marché. C'est seulement cette fois où elle n'a pas marché qui a démoli. Et donc, on a écrit dans le New York Times et tout ça, dans plusieurs revues. C'est le magicien qui écrit, c'est même pas les chimistes et les biologistes qui écrivent. C'est le magicien qui écrit que c'est de la prestigitation. Monsieur Benveniste a fait un tour de prestigisation, d'accord, pour ceci. Et donc, écoutez, c'est que même l'État français s'est allié à Maddox. Et même le Premier ministre français, à l'époque Jospin, d'accord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé Benveniste de son laboratoire, ils l'ont chassé de son laboratoire, ils l'ont démis de ses fonctions, d'accord, et ils n'ont même pas été des gens défendre leurs compatriotes, ceux français. Et vous savez tous que Benveniste est mort, il s'est suicidé dans la déchéance totale. Voilà, donc tout a commencé par là, la prochaine, d'accord. Et puis, le temps passe, d'accord. Prix Nobel de médecine, d'accord, pour le sida, Jean-Luc Montagnier. 2010, vous voyez, c'est passé presque 12 ans, d'accord, après Benveniste. Et puis, Jean-Luc Montagnier, comme bon, il venait d'obtenir, ça fait un peu plus de 10 ans, il venait d'obtenir son prix Nobel, il se dit, moi, il faut que j'attaque autre chose qui est complètement différente. Moi, je suis un homme à défi. Et il s'est dit, est-ce que je vais vérifier si Benveniste avait raison ou pas avait raison? Et donc, Jean-Luc Montagnier refait les mêmes expériences parce qu'il rappelle un ancien assistant de Benveniste qui était algérien, d'accord, qui travaillait ingénieur, qui était avec Benveniste, qui connaissait tout
deux expériences de Benveniste, il l'appelait pour travailler avec lui, d'accord? Ils travaillaient ensemble, ils refont les expériences, d'accord? Et ils sont allés encore plus loin. Ils sont encore allés plus loin. Ça veut dire que l'eau capte les ondes électromagnétiques et transmet l'information sous forme d'ondes électromagnétiques. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé de l'information par Internet d'un laboratoire en France à un laboratoire donc ils ont pris une eau avec un capteur d'ondes électromagnétiques, donc ils ont fait l'enregistrement de cette eau, où il y avait un virus de sida, d'accord, et ils ont transmis cette information à un laboratoire en Italie. Et donc le laboratoire en Italie, il prend cette information, c'est-à-dire cet enregistrement électromagnétique, il le fait écouter à une eau saine. Et quand il analyse cette eau, il trouve les pics de sida. Un article est apparu, et puis aussi, qu'est-ce qu'on a dit? Donc les chercheurs, donc ils ont dit, bon, Montagnier, il commence à prendre de l'âge, hein, il commence à dire n'importe quoi, donc on l'a mis sous, hein, donc on a enterré tout ce qui a été fait par plusieurs chercheurs par rapport à cela, d'accord? Et pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, vous savez tous que même, pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, on commence à, puisque le numérique est devenu à la mode et tout le monde parle de numérique, d'accord? Aujourd'hui même, les biologistes sont mis en numérique, ils parlent de la biologie numérique. Donc, quand je dis biologie numérique, ça ne peut que être lié à l'information, d'accord? Donc, une biologie numérique, ça peut être que lié à un bit, à 0 ou à 1, d'accord? Puisque le numérique est basé sur cette notion de bit. Et donc, les biologistes maintenant commencent à s'intéresser, à se développer des maladies de ce type-là, d'accord? C'est pas de l'homéopathie, hein? C'est pas la même chose, hein? Alors, donc je vais pas faire ceci, donc l'eau au point de vue quantique. Alors, pourquoi? Pourquoi je dis ceci? Alors, donc, vous voyez, donc, Montagnier, hein? D'accord, donc on a laissé tomber. Et puis, l'avènement de la mécanique quantique. L'avènement de la mécanique, ça fait longtemps qu'elle a été découverte, la mécanique quantique. Mais vous savez tous que l'année dernière, on a donné le prix Nobel, hein, à la mécanique quantique parce qu'on a mis, pourquoi? Parce qu'on a démontré expérimentalement que ces théories sur la mécanique quantique qui étaient l'intrication et la superposition est une réalité puisque les expériences ont démontré, d'accord, ce que prédisait la mécanique quantique du point de vue théorique. C'est la même chose comme Einstein, quand il a prédit la théorie de la relativité. On a entendu plusieurs années pour qu'il y ait des expériences, d'accord, pour Eddington, pour montrer que l'espace-temps est courbé, que cet espace est courbé, etc. Donc, que la gravitation n'est pas due, d'accord, à une force, d'accord, mais qu'elle est due à une courbure de l'espace-temps. Donc, c'est la même chose pour la mécanique depuis 1920 qu'on l'a découverte, mais que elle est devenue réalité que dernièrement, Alain Aspect qui a fait une expérience extraordinaire pour démontrer, les Chinois, d'accord, les Chinois qui ont fait des expériences extraordinaires par rapport à ça, des choses. Et donc, aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de laboratoires, surtout en Allemagne, d'accord, qui commencent à étudier l'eau du point de vue quantique. L'eau du point de vue quantique, d'accord, et ils arrivent à une propriété qu'on appelle la cohérence, d'accord, la cohérence. C'est-à-dire que des systèmes qui sont incohérents, vous voyez des voitures qui sont incohérents, chacun va dans une direction, et vous voyez par exemple une marche de métronome ou une personne, donc il y a une synchronisation, d'accord, entre les événements, et ceci va vous rappeler par exemple ceci, par exemple, regardez, si vous mettez des métronomes comme ça, vous allez les laisser, chacun, vous lui donnez une période et vous le laissez tout seul, chacun indépendamment. Attendez un moment, d'accord? L'un va influer sur l'autre, ils vont se synchroniser tout seuls. Comment? Juste par la transmission du son, chacun par rapport à l'autre, d'accord?
il va transmettre sa périodicité à l'autre, ils vont se synchroniser, ils vont tous battre de la même façon, vous allez voir. C'est anarchique au départ, hein, mais l'ordre va s'établir. L'information va se conserver et va se faire. C'est ce qu'on appelle de la cohérence. Et la mécanique quantique est basée sur un principe qui est un fondamental, qui est la cohérence. Alors, et ceci va vous mener aussi à des choses, parce que pourquoi? Parce que par la suite, on a voulu vérifier, d'accord, si cette notion de cohérence, d'accord, on la retrouve aussi dans le monde du vivant, hein, d'accord, dans le monde du vivant, c'est-à-dire dans les espèces qui vivent sur Terre, etc., etc. Donc vous voyez qu'il commence, hein, petit à petit à s'accorder, à se synchroniser, d'accord, et à aller vers hein, cohérent, hein, vers un système cohérent. C'est pour ça qu'on dit de la cohérence, ils vont vers un système qui est cohérent. Et le son va devenir un seul, hein. Voilà, il commence à se devenir un seul. On n'a rien fait, hein? On n'a rien fait, d'accord? Alors, donc ceci, c'est, comme je dis, hein, ça vous rappelle, c'est ce qu'on appelle les murmurations. Ça, c'est ce qu'on appelle les murmurations. Vous voyez des flopées d'oiseaux dans le ciel, d'accord? Des quantités d'oiseaux énormes dans le ciel. Ils bougent tous, hein, mais aucun ne frappe l'autre. Aucun ne touche l'autre. Vous voyez des poissons, des bancs de poissons énormes, d'accord? Et aucun poisson ne touche l'autre. Et quand il y a un requin qui passe, ils lui font un trou pour le laisser passer. Comment? Comment ils se transmettent l'information? Comment ces choses-là puissent hein, se parler pour pouvoir créer des domaines de cohérence? C'est ce qu'on appelle des domaines de cohérence, d'accord? Et ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle, le terme scientifique, c'est les murmurations. Le terme scientifique pour ces choses-là, c'est ce qu'on appelle de la murmuration, d'accord? Et donc, c'est cette cohérence que vous voyez, d'accord? Alors, et donc les scientifiques se sont commencés à se demander comment ces choses se passent-ils. Et ils ont commencé à étudier les oiseaux migrateurs. Et donc, ils se disent comment ces oiseaux migrateurs, par exemple les rouges-gorges, ils ont étudié les rouges-gorges, pourquoi chaque année ils reviennent au même endroit? Ils viennent du nord, d'accord, pour quand il y a le froid intense, d'accord, là-bas, ils viennent vers des pays où il fait moins froid, ils reviennent toujours au même endroit. Alors, depuis tout le temps, on a dit ils ont une boussole, d'accord? C'est la boussole, ils ont une boussole qui les guide, d'accord, par rapport à toujours au même endroit, donc ils reviennent par rapport à un endroit, donc c'est des ondes, c'est par un champ hein, électromagnétique, donc ils connaissent l'altitude et l'attitude par rapport à ce point. Donc on s'est toujours demandé comme ça. Et donc, l'université d'Oxford donc s'est intéressée à cela, elle a dit, peut-être qu'il y a autre chose, d'accord? Et ils ont introduit la mécanique quantique. Et ils ont introduit ce qu'on appelle l'intrication quantique. Qu'est-ce que ça veut dire l'intrication quantique? Ça veut dire que deux objets qui sont liés ensemble pendant un moment de leur vie, d'accord? Si on les sépare dans l'espace et dans le temps, d'accord, ils garderont toujours une relation, même si elle n'est pas matérielle. Elle est immatérielle. Ils garderont toute leur vie cette relation. Elles ne le savent pas, c'est dans notre subconscient, d'accord? Et les Chinois ont démontré ceci. Ils ont pris une molécule, d'accord? Plutôt un atome, d'accord? Ils ont pris un atome, deux spins, d'accord? Ils ont un électron de ce même atome, d'accord? Ils l'ont laissé sur Terre. Et un autre électron du même atome, ils l'ont amené dans un satellite à des milliers de kilomètres, d'accord, de Terre. Et ils ont excité, polarisé le premier, d'accord, le premier électron, en le polarisant, lui donne un sens du spin. Ils ont polarisé celui sur la Terre, et celui qui était dans, ça c'est extraordinaire, qui était dans le satellite a réagi de la même façon que celui qui était sur Terre. C'est extraordinaire, d'accord? Et donc ça veut dire que, et ça, ils ont démontré l'intrication, ça veut dire que les objets sont intriqués.
Et ça, donc, l'université d'Oxford, ils ont fait sur le rouge-gorge. Ça veut dire que le lieu où ils étaient, les rouges-gorges, à un moment de leur vie, est resté gravé et intriqué, d'accord? Ils reviendront à cet endroit par intrication quantique, d'accord? Par ce lien qui les fait immatériels. Et ça, vous le vivez dans votre vie. À un moment donné, par exemple, vous avez un ami, d'accord? Vous vivez avec lui pendant un certain temps, et puis il part aux États-Unis vivre, d'accord? Vous l'avez pas vu pendant 20 ans ou pendant 10 ans. Voilà, comme je me mets dans votre salon, et j'ai confié belkom, hein? Tfakarto. Et au même moment, le téléphone a sonné, c'est lui qui vous appelle. Si vous êtes arrivé, hein? Vous êtes en train de penser à un ami, hein? Et il vous appelle. C'est de la coïncidence? C'est le hasard? Non, c'est de l'intrication quantique. Parce que cette relation entre vous, parce que l'information, et c'est ça qui est important, l'information voyage plus vite que la vitesse de la lumière. L'information voyage plus vite que la vitesse de la lumière. Ça veut dire que l'information, que vous pensez à lui, vous êtes au Canada, que vous pensez à lui, d'accord, est venue dans son subconscient sans qu'il le sache, cette information est venue, il a pris son téléphone, il a appelé. C'est pas par coïncidence, c'est pas par hasard. L'information a voyagé plus vite que la vitesse de la lumière, elle est arrivée à vous, hein, et sans que vous le sachiez dans votre subconscient. Parce que pourquoi dans le subconscient? Parce qu'un être humain, c'est un corps, un esprit est une âme. L'âme, vous pouvez pas la contrôler. Pleurer, vous pouvez pas pleurer tout simplement. Hein? Vous pouvez pas ordonner à votre corps de pleurer, d'accord? C'est l'âme qui est sus. L'âme, elle est immatérielle, d'accord? Elle est immatérielle. Il n'y a que de l'information qui agit sur elle, d'accord? Il n'y a que l'information qui agit sur elle. Donc, et donc tout le monde ici, nous sommes ensemble, on s'est rencontrés aujourd'hui, ben, nous resterons intriqués toute notre vie sans le savoir. Donc le monde dans lequel nous vivons est un monde intriqué. Ça, c'est une des propriétés de la mécanique quantique, d'accord? Et on a des exemples. Donc aujourd'hui, ces faits que je dis, c'est devenu une réalité, puisqu'on est arrivé aujourd'hui à fabriquer l'ordinateur quantique. On arrive à fabriquer aujourd'hui l'ordinateur quantique qui fonctionne sur la base de l'intrication, qui fait les opérations sur la base de l'intrication quantique. Alors, tout ceci va nous donner, donc je ne vais pas rentrer dans ça, on n'a pas de temps, on va terminer tout ça. Et donc, comme j'ai dit, donc les derniers travaux sur la mémoire de l'eau ont démontré que l'eau possède une mémoire si on introduit de la cohérence quantique. Un des fondements de la mécanique quantique, c'est sous forme de domaines de cohérence, et ces domaines de cohérence, ils renferment l'information, d'accord? Et donc c'est grâce à ces domaines de cohérence qui peuvent piéger de l'information et garder en mémoire cette information qui est piégée dans l'eau. Donc ça donne l'ordre. Mais alors maintenant, donc pourquoi je dis ça? On a parlé de l'âme. D'accord? L'âme, le corps, l'esprit. Le corps est matériel. L'esprit, c'est le cerveau, c'est aussi matériel. D'accord? Mais l'âme, elle est immatérielle. C'est pour ça que la dernière chose qui remonte au ciel, c'est l'âme. Et la dernière chose que Dieu nous crée en nous-mêmes, après nous avoir créé, c'est l'âme qui nous inferfina. Donc c'est l'âme qui nous donne en dernier lieu. Alors, donc, et la dernière chose par rapport à cela, d'accord, qui parle pas de la mémoire, mais qui parle de l'eau à une âme. Donc s'il a une âme, ça veut dire s'il a une âme comme nous, il peut garder en mémoire, d'accord? Donc il a une mémoire, d'accord, s'il a une âme. Et donc ce médecin japonais, Masaru Emoto, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a pris donc de l'eau, plusieurs eaux, de différents endroits, de différentes choses, d'accord? Et il a commencé à les geler. Donc, quand il commence à geler, comme les flocons de neige, d'accord, ils forment des cristallites, d'accord, des cristaux. Vous avez vu les cristaux tout à l'heure, au départ, d'accord? Ils forment des cristaux, il les a vus au microscope. Mais regardez, la même chose que pour les flocons de neige, hein? Ils sont à 6, d'accord, à 6 sommets, d'accord? Mais les formes sont différentes. Ça représente quoi? Regardez, la première, il lui a fait écouter la symphonie de Mozart.
La deuxième, il lui a fait écouter Imagine All the People de John Lennon. Hein? La troisième, il lui a dit des mots d'amour, d'accord? La troisième, il lui a c'est l'eau avant de lui donner des mots d'amour, directement, elle est prise d'une ongle de rivière. La paix, il lui a donné des mots de paix. Hein? Il lui a dit merci. Hein? Regardez quand il lui a dit je vais vous tuer. Comment elle a perdu sa symétrie. D'accord? Et regardez celle qui était avant la prière, en haut, et après la prière. Il lui a fait une prière. Hein? C'est extraordinaire. D'accord? Et les gens l'ont répété dans les laboratoires. D'accord? Donc ça veut dire que cette beauté, comme les flocons de neige qui sont saints, d'accord, et qui nous arrivent du ciel, d'accord, encore, donc ils sont beaux, d'accord. Et là aussi, quand vous donnez à ces cristaux d'eau que vous voyez à de l'eau, vous lui donnez des choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau réagit à nos émotions. L'eau réagit à nos émotions. Donc c'est comme les flocons de neige, ils ne sont pas identiques parce que chacun réagit par rapport à des émotions. Et donc, si vous allez au métro de Tokyo, d'accord, par exemple, vous allez voir dans toutes les stations de métro, vous avez ces images de Masaru Emoto qui sont partout, d'accord, l'image de la cristalline d'eau avec John Lennon, là, etc., pour faire la promotion de ceci. Il est même allé, ce Emoto, à analyser l'eau de Mezemzem. D'accord? Mezemzem, vous allez trouver aussi, il a fait des études sur l'eau de Mezemzem, et aussi elle était très belle, d'accord, par rapport à ça. Donc ceci, je reviens à une chose, à une dernière chose, d'accord, et je vais terminer, d'accord. Donc, la dernière expérience réalisée par M. Lonto concernait l'eau de Zemzem, qu'il a soumise à un test rigoureux et fastidieux, d'accord. Et fastidieux, d'accord. Et de nombreux avantages de l'eau de Zemzem ont été mis en évidence par des revues et des chercheurs. Une étude a fourni des données de base essentielles concernant l'analyse de la composition chimique de l'eau de Zemzem. C'est avéré contenir des niveaux élevés de fluor, de fluorure. L'eau de Zemzem contient une concentration élevée de calcium qui réduit le risque de faible taux de natalité et abaisse la tension artérielle, d'accord. L'eau de Zemzem a une réaction particulière lorsque les paroles d'Allah dans le Coran étaient récitées et ont obtenu un cristal de forme unique. C'est des articles qui ont été publiés. La première, c'est la composition chimique et tout ça, ça n'a rien à voir, donc, mais ça démontre que la composition chimique de Zemzem est aussi unique par rapport à l'autre, parce qu'elle a des éléments, d'accord, des éléments qui lui donnent cette, par exemple, surtout sur la natalité, d'accord, c'est-à-dire que ceux qui vont boire beaucoup de l'eau de Zemzem, ils ont de fortes chances d'avoir des enfants, d'accord. Ça c'est parce que c'est les fluorures. Alors voilà donc ce que je voulais dire, et donc c'est pour ça, moi je dis toujours, alors je le dis à mes proches, à tout le monde, donc avant de boire de l'eau, il faut la remercier. Parce qu'en la remerciant, qu'est-ce que vous allez la faire? Vous allez la structurer. Elle était déstructurée, vous allez la structurer. Et maintenant, vous allez beaucoup dans les domaines de la biologie, dans les modèles, dans le domaine des cosmétiques, vous allez trouver de l'eau structurée. On vous donne donc de l'eau structurée, donc elle est organisée, d'accord, de l'eau structurée. Il y a des moyens de la structurer. Donc moi, le meilleur moyen, c'est de lui dire, de la remercier cette eau, parce que puisqu'elle va le remercier, elle va être structurée. Et plus je vais boire de l'eau structurée, plus je vais m'être mieux. Et chez nous, donc je vais terminer par ça, ruqya, hein. Nous, quand on fait ruqya, qu'est-ce qu'on fait? Donc on récite du Coran sur de l'eau, et on fait boire de l'eau à cette personne. Donc on la structure en fait, cette eau. Et si on la structure, on se sent mieux avec une eau structurée. Je vous remercie, t'es comme ça. Voilà. Je ne vous ai pas influé, j'ai dit des faits, d'accord, mais je n'ai pas dit moi, j'ai dit, je vous ai relaté les faits, tels que je les moi aussi les eu, et analysé. Donc c'est à vous que chacun puisse se faire une idée sur l'eau, d'accord. Et donc moi, c'est que l'eau, donc ça veut dire que l'eau possède une âme. Elle est vivante, d'accord, voilà. Je termine par ça. Je vous remercie, donc il y a des questions. Donc voilà, on va se mettre là-bas. On va mettre s'il y a des cas. Je vais prendre un peu d'eau. Je vais prendre un peu d'eau. Merci, professeur.
et bien sûr votre intérêt pour le sujet que vous avez abordé. Le sujet que vous avez abordé, bien sûr, c'est l'eau. Hein. L'eau est essentielle, bien sûr, à la vie sur Terre. C'est une substance, bien sûr, unique, avec des propriétés physiques et chimiques remarquables, bien sûr. Vous savez aussi que l'eau, elle est indispensable pour les êtres vivants, pour l'agriculture, pour l'industrie et bien sûr tout ce qui est domestique. Bien sûr, actuellement on ressent beaucoup ce manque d'eau et la production d'eau potable est une préoccupation majeure. D'accord ? Donc, on est arrivé à remorquer des icebergs pour avoir de l'eau douce et en boire. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois, professeur, et je tiens à exprimer ma plus grande gratitude pour ce que vous faites pour ces conférences Layali Ramadan al-Ilmiya. Merci encore une fois. Donc, sans m'attarder, je remercie bien sûr aussi l'assistance pour être venu et bien sûr, si vous voulez, qu'on passe à des questions que le professeur Aourad pouvait éventuellement vous répondre. Merci encore une fois. Voilà, je passe la parole à l'assistance. Allez-y, ce que vous voulez. Il faut bien que quelqu'un démarre. Les deux? Ah, d'accord. Bonsoir, professeur Ben Ali, et bonsoir, professeur Hafid Awrak. Ce qui m'a intéressé, étant chimiste, c'est les cristallites et leur symétrie. La cristallisation, elle dépend du milieu. D'accord? Et là, vous avez des systèmes hexagonaux, toutes, que ce soit celle du début ou après, quand on a parlé de chimie quantique et de la mémoire. Et donc, le système étant hexagonal, la forme, elle dépend sûrement du degré de symétrie. Parce que dans un système hexagonal, il y a plusieurs groupes, ce qu'on appelle les groupes spatiaux. Vous êtes physicien, donc vous devez savoir, les groupes spatiaux. Et donc, plus le nombre d'éléments de symétrie augmente, et plus la symétrie, elle augmente. Donc, le système est hexagonal pour toutes ces formes, le système hexagonal, mais le groupe spatial n'est pas le même. Donc, les éléments de symétrie ne sont pas les mêmes d'une forme à l'autre. D'accord? Je ne peux pas vous dire davantage, d'accord? Je ne veux pas m'avancer sur des choses. Hein? Vous savez, vous voyez, il y a toujours la même symétrie. C'est juste la forme qui change, d'accord? Le système hexagonal. Voilà, c'est toujours le même système, c'est-à-dire maintenant, pour vous dire que... Mais d'un groupe spatial à un autre, les éléments de symétrie diffèrent. Oui, peut-être le motif est différent. Oui, hein? voilà. Le motif est différent. Dans un cristal,
Vous savez, tout ce qui est cristal est défini d'abord par un motif, hein? Oui. Donc, qui se répète dans l'espace. Les motifs sont différents, donc, mais c'est toujours vous savez toujours, donc si vous avez un cubique, hein, centré, c'est toujours un cubique centré, mais il peut avoir différents éléments qui lui confèrent un motif qui est différent, d'accord? C'est le système le plus symétrique. Voilà, donc c'est le système qui possède le plus grand nombre degrés de symétrie, 48. Voilà, 48. oui, voilà, exactement. Donc, mais maintenant pour l'eau, je vous dis, moi, ce que j'ai dit, c'est-à-dire ce que les gens ont observé, hein, Ouais, c'est et intéressant. remarqué, mais personne n'est arrivé à expliquer ceci. Je me dis Ben, peut-être. je vous dis, c'est-à-dire que pourquoi chaque flocon de neige, hein, est différent de l'autre, personne n'arrive à l'expliquer aujourd'hui. On spécule par rapport à des liaisons d'hydrogène, parce que c'est toujours par rapport à ces liaisons. C'est-à-dire qu'on attribue tout, hein, tout, on attribue ça à aux liaisons d'hydrogène, d'accord, qui parfois ils sont durs à casser, parfois ils sont faciles à casser, parfois ils se restructurent différemment, parfois ils se forment différemment, parfois ils forment des réseaux différents, etc. Et donc on attribue toujours à ce type-là. Mais pour vous dire, arriver avec une théorie pour expliquer tout ceci, c'est impossible. Pourquoi? Parce que si vous remarquez, l'eau qui est, par exemple, à tous les autres H2S, par exemple, hein, ou H2TE, par exemple, ces éléments, ils bouent, hein, ils bouent, c'est-à-dire on casse les liaisons, d'accord, on peut casser les liaisons. Par exemple, pour H2S, à moins 40, il bout à moins 40 degrés, d'accord. Tout là où il y a des liaisons d'hydrogène, il bout à moins 80 degrés. Il bout, hein, c'est-à-dire il commence à bouillir à moins 80, moins 20 degrés, moins 4 degrés, d'accord. Le plus celui qui en a trouvé, qui possède des liaisons de ce type, il bout à moins 4 degrés. Comment se fait-il que l'eau, il bout à 100 degrés, qui a la même structure que les autres éléments? Il bout à 100 degrés, c'est le seul parmi tous les liquides qui se trouvent, d'accord, qui bout à 100 degrés en ayant ce type de liaison d'hydrogène. Ça aussi, il n'arrive pas à l'expliquer, d'accord. Comme je dis, il y a toujours ces mystères sur l'eau et on n'a pas encore, de façon je dirais, absolue, Et puis, trouver la vérité. C'est-à-dire que la vérité sur l'eau n'a pas été encore atteinte. C'est tout ce que je peux. Mais je ne peux pas m'avancer sur des choses sur lesquelles je vais dire peut-être des choses qui n'ont rien à voir. c'est des suppositions. Hein. Voilà. Et puis la cristallisation, elle dépend aussi du milieu. Oui, je suis d'accord du milieu, mais dites-moi, est-ce que par exemple les flocons de neige, quand ils tombent toujours quand il y a sublimation. Et on connaît la température de sublimation, c'est toujours la même température, les mêmes conditions d'humidité et de température. Pour que la neige se forme, c'est les mêmes conditions de température et d'humidité. Donc la neige se forme toujours dans les mêmes conditions de sublimation. Donc, donc on n'a pas de conditions différentes. C'est les mêmes conditions pour la production de la neige. Donc il n'y a pas de conditions différentes. Quand nous arrivons à cette humidité, cette température et cette pression, il y a sublimation, il y a donc formation de flocons de neige. Donc il n'y a pas de conditions différentes. On est par exemple non, ça se passe en haute atmosphère et c'est ça qui donne les flocons de neige. Donc ils naissent, c'est ça ce que je veux dire. Ils naissent, hein, je dirais de la même mer, d'accord. Ils naissent dans les mêmes conditions. Donc c'est pour ça que je dis, je ne peux pas attribuer cela aux conditions dans lesquelles elle s'est formée cette neige. Enfin, ça suscite... Parce qu'elle s'est formée, je sais que la neige se forme à telle pression, telle température, telle humidité. Enfin, ça suscite beaucoup de questions. Oui, ça suscite beaucoup de questions. C'est pour ça que j'ai dit, personne n'a élucidé ce mystère. Vous allez chercher sur Internet, vous allez chercher sur tous les articles qui ont été publiés. On arrive toujours à cette conclusion et on refait sur les neiges qui viennent, sur toutes les neiges qui arrivent.
et on refait, c'est toujours différent. Pourquoi? Allahu ya'lam, je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est pour ça que j'ai dit l'eau a encore des mystères à nous révéler, et peut-être que la science en évoluant va nous donner certains mystères que nous ne connaissons pas. C'est pour ça que j'ai dit peut-être la mémoire aujourd'hui. Mais imaginez-vous que si aujourd'hui on démontre que l'eau en mémoire, c'est toutes les boîtes pharmaceutiques qui vont fermer. C'est-à-dire qu'on ne va plus guérir avec des produits chimiques, mais on va guérir par des ondes électromagnétiques. Par la transmission d'informations. Et ça, par la transmission d'informations. Ça veut dire que c'est comme si vous faites comme dans l'homéopathie, d'accord, oui. Vous avez une molécule qui est poison, et vous allez la dissoudre, d'accord, et vous dites elle disparaît, il n'y a plus, d'accord, et elle devient quelque chose de bénéfique, si vous allez la prendre. Bah, l'eau, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il garde en mémoire cette information du produit chimique, d'accord, qui vous guérissez, d'accord, et vous allez la dissoudre, ce produit chimique, donc il ne va pas avoir d'effet néfaste, et il va vous guérir, cette eau va vous guérir. Donc, les boîtes pharmaceutiques vont tous, c'est comme Tesla, c'est la même chose qu'a subi Tesla. Quand Tesla, il a découvert le moyen de produire une électricité gratuitement, toutes les boîtes aux États-Unis qui produisaient de l'énergie ont monté le créneau et ils l'ont démoli, il est mort dans la misère totale. D'accord? Ça veut dire qu'on détruit toute l'économie d'un pays. Et donc, imaginez que si un jour, on va trouver un moyen de guérir, d'accord, sans produits chimiques, eh ben, est-ce que vous voyez le business qu'il y a dans le plus grand business au monde, c'est dans le médicament, c'est dans le chimique. C'est pour ça que j'ai dit, on va arriver, j'en suis sûr qu'on va arriver un jour à peut-être dire oui, on s'est trompé. Quand on usera tous les moyens pour vous guérir les gens, ah ben, on trouvera d'autres moyens pour guérir les gens, autres que les médicaments, autres que les produits chimiques. Ça commence à se faire, par exemple par la biotechnologie, d'accord? La biotechnologie répond différemment par rapport à la chimie organique, passe par des synthèses. Tous les médicaments se faisaient par synthèse. Et donc aujourd'hui, on abolit la synthèse. Pourquoi? Parce que la synthèse, elle induit la chiralité, donc nous avons tous des contre-indications dans les médicaments. Donc la biotechnologie arrive pour enlever les contre-indications qui produisaient la synthèse organique. Donc, et je pense que la même chose va se produire dans quelques années par l'eau. Je pense, moi je suis certain, je donne mon point de vue, je ne vous influence pas, je donne mon point de vue, je dis que, regardez, ils ont fait la même chose. Pourquoi je dis ceci? Parce qu'ils ont fait des expériences en Allemagne. Quand on fait un placebo, quand vous faites un médicament, pour tester un médicament, on prend une cohorte, d'accord, on dit un placebo, et personne ne sait si on lui a donné, injecté le médicament ou non, d'accord? Mais nous savons tous que juste le fait de savoir, que et ils ont remarqué que dans le placebo, que les gens qui n'ont pas reçu le médicament, 70% sont guéris. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Parfois, ça y est, je panique. Parce que c'est dans la tête, d'accord? Donc c'est pour ça qu'un médicament interagit avec l'âme. Il interagit avec nous, d'accord? C'est nous qui donnons un effet à ce médicament. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit, il se pourrait que dans l'avenir, c'est mon point de vue, d'accord, que ça pourrait peut-être arriver. Voilà, s'il y a d'autres questions, je ne vais pas monopoliser la chose. Je veux conclure. Oui. Ce que j'ai remarqué, c'est que la chimie quantique, c'était avant des modules pour la chimie et peut-être pour la physique. Voilà. D'accord? Et maintenant, on explique plein de phénomènes
avec la chimie quantique. Oui, mais expérimentalement, c'est lourd, c'est très lourd. Vous allez me dire ici dans des laboratoires algériens qui vont me dire on fait des expérimentations sur le quantique, ben j'en passe. Hein. C'est pas évident. Qu'on monte une expérience de mécanique quantique, c'est très lourd, fastidieux, lourd, d'accord. Et ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de compétences, ça demande une grande pluridisciplinarité aussi, une pluridisciplinarité. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, théoriquement, tout le monde est bon en mécanique quantique. Et ça a été prouvé, tout le monde, il y a des Algériens, il y a partout de bons mécaniciens, hein, d'accord, dans le quantique. Mais dans le domaine expérimental, c'est pas évident. Pour expliquer. Je dis, c'est pas évident, c'est pour ça que je dis, mais il faut peut-être commencer. Il faut peut-être commencer déjà à maîtriser la mécanique quantique et ensuite à aller à la plus en vogue, c'est l'informatique quantique maintenant. Je vous remercie, professeur. Merci, madame. Merci. Salam alaikum. Merci, professeur Ourak. Donc, juste une petite question. Partant de l'idée de la conservation de l'information. Donc, pensez-vous qu'il existe autres molécules qui gardent l'information, mis à part l'eau? Est-ce qu'il existe autres molécules? Bon, si on prend un exemple, l'huile d'olive. Ouais. On fait ruqya, comme on a dit tout à l'heure, ruqya avec zitoun. Donc, pensez-vous qu'il existe autres molécules qui gardent l'information? Allahu ya'lam. Allahu ya'lam, je n'ai pas eu connaissance. Je n'ai pas eu connaissance de... Peut-être que je ne me suis pas intéressé. Hein? Je n'ai pas eu connaissance d'informations concernant d'autres molécules qui peuvent garder en mémoire de l'information. Mais je ne peux pas m'avancer. Hein? Je ne peux pas m'avancer sur ça. Quelque chose que je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Mais je ne vais pas essayer de dire n'importe quoi. Voilà. Merci à vous. تدخل آخر. Donc on va conclure. Ben merci. Hein, tout le monde a été. Donc je pense que chacun va avoir son idée, d'accord, va réfléchir, va voir l'eau différemment. C'est ça ce que l'objectif, c'est que vous puissiez voir l'eau différemment, que vous puissiez voir l'eau différentes facettes, que les choses que vous voyez dans votre vie, chaque fois que vous faites quelque chose, vous allez dire pourquoi, par exemple, c'est pour ça c'est-à-dire il y a une divinité quelque part. Pourquoi il y a une divinité quelque part? Il y a un concepteur intelligent. Pourquoi il y a un concepteur intelligent? Je prends toujours, par exemple, des personnes qui vont dans l'Everest. Ils vont à l'Everest, c'est combien l'Everest? C'est 6000, 7000 mètres d'altitude. Hein? Combien? 8000 quelque chose. Et donc 8000 quelque chose, il fait très froid. D'accord? Même l'air, il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'oxygène. Mais que se passe-t-il? Vous savez que plus on monte en altitude, plus l'eau va bouillir à des températures plus basses. Ça veut dire à 50 degrés l'eau bout. Alors qu'au sol, elle bout à 100 degrés. Donc il faut moins d'énergie pour faire bouillir de l'eau. C'est extraordinaire comme liquide. Ça veut dire qu'il s'est adapté aux besoins de l'homme. Puisque plus je monte, plus il fait froid et je n'ai pas les moyens de faire chauffer, il me faut peu d'énergie pour faire bouillir cette eau-là. Et ça, c'est aussi une des particularités de l'eau.
C'est pour ça que j'ai dit quelque part, pour moi, l'eau est une divine création. Une divine création qui est complètement différente de toutes les autres divines créations. Mais elle, c'est elle qui se répète à chaque fois, qui se répète à chaque fois, qui se répète à chaque fois, qui se répète à chaque fois. Voilà. Vous pouvez conclure. Hein? إذن بفخر وامتنان نصل إلى نهاية الليلة العلمية الأولى من ليالي رمضان، ضاربين لكم موعدنا الخميس المقبل في موضوع شيق آخر. لو سمحتم أن نتقدم بشكر خالص للبروفيسور حفيظ عوراق على هذه المحاضرة القيمة وعلى كل ما يبذله من جهد في سبيل إرساء الثقافة العلمية في وسط المجتمع. كما نعرب عن شكرنا لممولينا الكرام الذين ساهموا في إنجاح هذه الليلة ودعمها. شكرا لكم جميعا على حضوركم ومشاركتكم، ولنلتقي في الفعالية القادمة بإذن الله. Voilà, hein, كملنا. أنت مليحة؟ الحمد لله.